Laura Martins ne semblait pas correspondre au profil de cliente que le directeur Bruno Teixeira attendait par ce matin ensoleillé à Belo Horizonte. Sa tenue simple, une robe en coton et des sandales discrètes, contrastaient avec le luxe qui imprégnait la concession de voitures haut de gamme. Elle entra avec la confiance de quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, mais avec l'humilité de celle qui ne ressentait pas le besoin de se vanter. La mission était claire. Choisir la voiture parfaite pour offrir à sa sœur, récemment rétablie d'un combat difficile contre le cancer. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était l'accueil froid et, à un certain point, méprisant qu'elle allait recevoir. Bruno Teixeira, qui l'accueillit avec un sourire protocolaire, émit rapidement un jugement silencieux. Il l'évalua en un instant, un regard rapide et une conclusion immédiate. « Elle est probablement là juste pour regarder », pensa-t-il, imaginant que la femme simple, sans ornement voyant, ne serait pas capable d'acheter l'une des voitures luxueuses alignées dans la salle. Le mépris était subtil, mais indéniable. Au moment où Laura posa une question sur les spécifications d'un modèle haut de gamme, Bruno ne put dissimuler son impatience, la traitant comme quelqu'un de trop préoccupé par le choix de quelque chose d'inaccessible. Ce qu'il ignorait, c'était que, dans cette femme qui lui semblait ordinaire, résidait la véritable grandeur. Laura sentit le regard impitoyable de Bruno, mais ne se laissa pas déstabiliser. Son cœur était lourd, mais pas pour elle-même. La douleur se manifestait dans la manière dont il la traitait, comme si son apparence était une sentence d'infériorité. Elle prit une profonde inspiration et, sans perdre sa contenance, déclara poliment qu'elle avait simplement besoin de quelques informations plus détaillées avant de prendre sa décision. Le regard de Bruno, cependant, s'était déjà détourné, se dirigeant rapidement vers un autre client qui venait d'entrer, comme si Laura n'était qu'un obstacle dans sa quête de commission. Elle sourit, mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Non pas à cause de l'humiliation qu'il avait tenté de lui infliger, mais parce qu'elle était convaincue que c'était encore une preuve de la rapidité avec laquelle les gens jugent sans regarder au-delà des apparences. En quittant le magasin, Laura ne se sentit pas vaincue, mais désillusionnée. Ce qui la touchait, ce n'était pas le comportement de Bruno. Elle savait combien elle était au-dessus de tout jugement superficiel. Mais le fait que tant de personnes, dans tant d'endroits, subissent le même type de mépris, étant ignorées ou dévalorisées uniquement à cause de leur manière de s'habiller ou de se présenter. Elle monta dans la voiture, la vision embuée par des larmes qui refusaient de couler, et alluma son téléphone. Le son de la voix calme de l'interlocuteur au bout de la ligne fut tout ce dont elle avait besoin pour retrouver un peu de force. « Je voulais juste offrir un cadeau à ma sœur », pensa-t-elle, mais ce qui s'était passé là-bas avait bien plus de signification qu'un simple achat. C'était une leçon qu'elle ignorait encore devoir enseigner. Ce soir-là, Alexandre Martin, le mari de Laura, apprit ce qui s'était passé. Toujours discret et engagé dans ses entreprises dans le secteur des énergies renouvelables, il savait, en ce qui concernait son épouse, qu'il ne pouvait laisser passer l'injustice. En entendant les détails de l'humiliation subie par Laura, quelque chose s'agita en lui. Non pas à cause de l'ego blessé de son épouse, mais parce qu'il voyait, dans chacun de ses mots, une opportunité de changement. Il savait que la discrimination fondée sur les apparences n'était pas un problème isolé, mais quelque chose qui infectait, silencieuse et constante, la société. Et c'était une chance, une occasion unique de transformer quelque chose d'aussi banal en une leçon d'empathie et d'humanité. Le jour suivant fut marqué par un revirement que personne n'aurait pu prévoir. Alexandre apparut à la concession, à bord d'une voiture de luxe qui faisait paraître le modèle haut de gamme que Laura avait choisi comme un jouet d'enfant. Il ne portait pas de vêtements extravagants, mais sa présence dégageait un pouvoir silencieux qui attira rapidement les regards curieux de tous. Bruno se trouvait au comptoir, arborant un sourire de mépris, mais en le voyant entrer, ce sourire se dissipa instantanément. Alexandre s'avança vers le directeur avec la même tranquillité de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait se passer. Il se présenta de manière simple, sans éclat, mais la vérité qu'il révéla aussitôt résonna auprès de tous dans la salle.
Je suis Alexandre Martins, mari de Laura et fondateur de la Fondation Anjos. J'ai été informé de votre comportement hier, et je crois que la meilleure manière pour vous d'apprendre à connaître les gens, au-delà de leurs vêtements, est de travailler avec ceux qui en ont vraiment besoin. Bruno resta sans voix, et toute la salle sembla se charger d'une tension palpable, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. Alexandre, avec sa posture calme et sereine, fixa intensément Bruno, qui paraissait maintenant tel un enfant apeuré face à quelque chose de bien plus grand que son arrogance initiale. Les yeux d'Alexandre n'étaient pas emplis de colère, mais d'un regard profond, reflétant sagesse et expérience, comme celui qui a déjà affronté bien plus que de simples obstacles dans la vie. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas une vengeance, mais une opportunité de transformation pour quelqu'un qui, jusqu'à présent, semblait perdu dans la superficialité de sa propre vision du monde. Le silence dans la salle était presque palpable, comme si le temps s'était ralenti. Les gens se mouvaient lentement, mais personne n'osait interrompre cet instant. Alexandre, alors, sans hâte, continua. « Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit. Je suis venu pour vous enseigner quelque chose que vous n'avez probablement jamais appris de votre vie. La véritable richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la manière dont vous traitez les gens, indépendamment de leur apparence. » Il fit une pause, laissant ses paroles résonner, puis ajouta « Vous apprendrez ce qui est vraiment important lorsque vous travaillerez avec les enfants de la Fondation Anjos. Ce sera plus précieux que n'importe quelle vente que vous avez pu réaliser. » Le ton de sa voix n'était pas de reproche, mais celui de quelqu'un désireux d'aider à révéler une vérité plus profonde. Bruno, le visage visiblement rougi, se contenta d'un hochement de tête, ne sachant que dire d'autre. La sensation d'humiliation qu'il avait infligée à Laura lui revenait maintenant, multipliée. Mais la différence était qu'il ne la ressentait plus comme un fardeau, mais comme une opportunité de renouveau. Laura, quant à elle, n'était pas présente à ce moment-là, mais suivait tout à distance, depuis son bureau, où la quiétude de sa routine contrastait avec le tumulte émotionnel que l'incident à la concession lui avait causé. Elle savait qu'Alexandre n'avait pas besoin de faire cela, mais ressentait qu'il agissait exactement comme elle l'aurait souhaité, transformer la douleur en apprentissage. Il ne s'agissait pas seulement d'elle ou de l'humiliation qu'elle avait subie, mais d'une opportunité de changer la manière dont les gens voyaient le monde qui les entourait. La fondation qu'elle dirigeait s'était toujours consacrée à transformer des vies, à offrir des opportunités, et maintenant, il était peut-être temps que Bruno ait la chance de vivre une véritable transformation. Elle se demandait alors si Bruno serait capable de voir au-delà de sa propre arrogance et de comprendre la valeur de l'empathie. Le simple fait qu'Alexandre ait choisi ce moment pour agir lui procurait une sensation de renouveau, comme si l'univers conspirait pour créer un changement réel. Tandis qu'elle réfléchissait, elle ressentait une quiétude dans son cœur, sachant que, malgré l'inconfort, ce jour apporterait plus de résultats que n'importe quel mot ou discours de motivation qu'elle aurait pu prononcer. Bruno se présenta à l'événement de la Fondation Anjos le samedi suivant, toujours avec l'expression de celui qui ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Il arriva en chemise et chaussures cirées, tentant de garder la contenance qu'il jugeait adéquate, comme s'il se rendait à une réunion importante et non à une rencontre avec des dizaines d'enfants en situation de handicap, dont beaucoup étaient en fauteuil roulant ou équipés d'appareils orthopédiques adaptés. À son arrivée, il fut accueilli par Daniel, le jeune vendeur de la concession qui, par coïncidence, s'était également porté volontaire ce jour-là, inspiré par l'histoire de Laura qui s'était discrètement répandue parmi les collègues. Daniel le salua avec enthousiasme, mais Bruno gardait encore une distance émotionnelle, comme si tout cela n'était qu'une formalité désagréable, quelque chose à accomplir pour se racheter aux yeux d'Alexandre. Mais cette attitude commença à s'effriter dès les premières heures, lorsqu'une petite fille nommée Anna Luisa, âgée de seulement 7 ans, le prit par la main et lui demanda de l'aider à monter un puzzle sur le sol de la cour. Elle souffrait d'une paralysie cérébrale légère, portait de grosses lunettes rondes et arborait un sourire qui semblait
renfermait plus de vie que tout ce que Bruno avait ressenti depuis des années. Cet enfant, ignorant son histoire, ignorant ses défauts, le regarda avec une confiance si pure que quelque chose en Bruno se brisa de l'intérieur, non pas de douleur, mais de honte, une honte silencieuse, qui ne le rabaissait pas, mais le confrontait. Au fil des heures, Bruno commença à se délester lentement des couches qu'il avait construites tout au long de sa vie. L'orgueil, la vanité, le jugement automatique, la certitude de connaître le monde uniquement par ce qu'on voit. Il se retrouva à genoux aux côtés d'un enfant aveugle, l'aidant à marcher sur un parcours sensoriel aménagé dans la cour. Il éclata de rire sincèrement en prenant un bain de peinture lors de l'atelier artistique, et il resta complètement sans voix lorsqu'il entendit une jeune fille de 12 ans raconter comment elle avait perdu l'usage de ses jambes, mais rêvait encore de devenir enseignante. Chaque histoire était un coup délicat. Dans la poitrine, un rappel constant que sa vision de la valeur avait été bâtie sur des châteaux de sable. Au bout de la journée, Bruno ne marchait plus en talons hauts, ni ne tenait de discours de vendeur appris par cœur. Il embrassait des enfants, faisait des grimaces, aidait des mères à pousser des fauteuils, posait des questions qu'il n'aurait jamais pris la peine de poser auparavant. Le changement ne fut ni immédiat ni miraculeux. Il fut silencieux, construit par de petits détails, comme le toucher d'une petite main en sueur, le son d'un éclat de rire sans filtre, le regard reconnaissant d'un père qui n'avait jamais eu le temps de s'arrêter pour respirer. Ce jour-là, Bruno ne comprit pas seulement qui étaient Laura et Alexandre. Il comprit, enfin, ce qu'il pouvait devenir lui-même s'il était prêt à regarder avec le cœur. Lorsque l'événement toucha à sa fin, le ciel commençait déjà à changer de couleur, peignant l'horizon de teintes oranges et violettes qui semblaient parfaitement refléter ce que Bruno ressentait à l'intérieur. C'était comme si le monde autour de lui reflétait une nouvelle version de lui-même. Quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, se sentait partie intégrante de quelque chose de plus grand que sa propre vanité. Alors qu'il aidait à ranger le matériel des activités, il resta immobile quelques instants à observer Laura en train de converser avec un groupe de mères. Elle souriait avec légèreté, écoutant attentivement chacune d'elles, offrant des mots de réconfort avec une simplicité déconcertante. Il n'y avait rien de grandiose dans son attitude, aucune aura de supériorité ni indice de statut. Elle était simplement là, présente. Bruno sentit un nœud se former dans sa gorge qu'il tenta de dissimuler en avalant sèchement. Mais le poids de la conscience ne pouvait plus être contenu. Pour la première fois, il voyait Laura non pas comme la femme qui avait trompé sa perception, mais comme un être humain d'une générosité presque silencieuse. Quelqu'un qui n'avait rien à prouver à personne. Cela le toucha plus que n'importe quelle réprimande ou sermon qu'il aurait pu recevoir. Il se rendit compte que Laura avait choisi de ne pas l'humilier, malgré tous les motifs et les occasions qu'elle avait eues de le faire. Et cela faisait mal. Cela faisait mal, parce que cela montrait exactement le genre de grandeur qu'il n'avait jamais appris à reconnaître. Peu avant de partir, Bruno rassembla son courage et s'approcha. Laura était encore dos à lui, mais en percevant sa présence, elle se retourna doucement, avec le même regard bienveillant qu'elle avait employé pour les enfants toute la journée. Il ne sut pas trop comment commencer. Ses mains étaient moites, et les mots se bousculaient dans son esprit. « Je voulais m'excuser », dit-il enfin, la voix étranglée. « Pas seulement pour ce qui s'est passé au magasin, mais pour tout ce que j'ai appris par la suite. Je n'avais aucune idée. » Il prit une profonde inspiration. En réalité, je ne m'étais jamais permis d'avoir la moindre idée. J'ai toujours pensé qu'on pouvait savoir qui était quelqu'un d'un simple coup d'œil. Et à cause de cela, j'ai tant perdu. Laura l'écouta en silence, sans l'interrompre, sans hâter sa peine. Elle savait que ce n'était pas à propos d'elle, c'était à propos de lui qui se retrouvait. Bruno continua. Aujourd'hui fut le jour le plus difficile et le plus important de ma vie. Je n'aurais jamais pensé que voir des enfants dans des situations aussi éprouvantes pourrait m'enseigner autant sur moi-même et sur ce que signifie, vraiment,
avoir de la valeur. Ses yeux embués ne cherchaient plus à dissimuler quoi que ce soit. Pour la première fois, il se moquait de ce que les autres pouvaient voir. Laura posa sa main sur son épaule, ferme et réconfortante, et dit avec la simplicité que seuls les sages possèdent. « Tu as appris avec ton cœur. C'est cela qui compte. » Le lundi suivant, la concession paraissait la même à l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose avait changé. Bruno arriva plus tôt que d'habitude, non pas avec la hâte d'assurer des ventes, mais avec l'envie silencieuse de faire les choses différemment. L'environnement, qui n'était auparavant qu'un décor pour sa performance commerciale, semblait désormais chargé de signification. Il regardait ses collègues avec plus d'attention, notamment Daniel, le jeune vendeur qu'il avait longtemps traité comme un apprenti insignifiant. Pendant le petit déjeuner de l'équipe, quelque chose d'inédit se produisit. Bruno prit la parole. Tous se turent, surpris, attendant une plaisanterie ou une réprimande voilée, comme cela arrivait souvent lors des réunions. Mais ce n'était pas ce qu'ils entendirent. Il raconta, sans fioriture, sans exagération, son expérience lors de l'événement de la fondation Anne Joss. Il parla d'Anna Luisa, du bain de peinture, du silence assourdissant qui accompagna la prise de conscience de son propre préjugé. Il déclara avoir appris plus en un samedi avec ses enfants que pendant toutes ces années à travailler avec des personnes qui ne faisaient que paraître avoir tout. Un silence inconfortable s'installa à la fin de ses paroles, suivi d'un long soupir collectif. Puis, Daniel fut le premier à applaudir, timidement mais sincèrement. Bientôt, les autres le rejoignirent. Ce n'était pas un applaudissement forcé, mais un signe de respect envers le courage de quelqu'un qui, enfin, avait abaissé ses défenses. Alexandre, qui suivait tout cela de loin, reçut le même jour un appel inattendu du propriétaire de la concession, le félicitant pour l'élégance avec laquelle il avait géré la situation. Mais la véritable reconnaissance arriva de manière bien plus symbolique. Il invita Bruno à une réunion privée dans son bureau, non pas comme une correction, mais comme un geste de confiance. Là, devant une fenêtre donnant sur les montagnes de Minas, Alexandre fit une proposition que Bruno n'aurait jamais imaginée. Entendre. Il voulait le voir diriger la négociation d'une vente de flotte à hauteur de plusieurs millions pour l'une des entreprises du groupe. Bruno resta stupéfait, sans savoir quoi répondre. Il sentait qu'il ne méritait pas une telle responsabilité. Il portait encore en lui le poids de la honte et de la culpabilité. Mais Alexandre, avec la même assurance tranquille de toujours, déclara « Tu n'es pas ici parce que tu es parfait. Tu es ici parce que tu es en train de changer. Et c'est cela que j'apprécie. » Pour la première fois depuis longtemps, Bruno se permit de sourire vraiment. Non par orgueil ou ambition, mais par gratitude. À cet instant, il comprit que repartir ne signifiait pas effacer le passé, mais l'utiliser comme pont vers quelque chose de meilleur. En rentrant chez lui ce soir-là, Bruno ne put pas aller directement prendre sa douche comme à son habitude. Il s'assit sur le canapé, toujours vêtu de sa chemise froissée, et resta à fixer le vide pendant de longues minutes. L'appartement, autrefois silencieux et froid, semblait désormais résonner de ses propres pensées. Il repensa au nombre de fois où il avait jugé des personnes comme Laura, peut-être pas avec des mots durs, mais avec des regards hâtifs, des gestes impatients, avec cette certitude invisible que l'apparence et la valeur étaient identiques. Il prit son téléphone et ouvrit le site de la fondation Anne Joss. Il commença à lire les témoignages des familles, à regarder les photos des projets, des actions de solidarité, des ateliers de musique et de sport. Dans chaque visage se cachait une histoire, dans chaque enfant une force insoupçonnée. Cela l'émut d'une manière nouvelle, non pas en tant que spectateur, mais en tant que quelqu'un qui se sentait désormais partie intégrante de tout cela. Il passa près d'une heure à naviguer sur le site, jusqu'à ce qu'il, impulsivement, remplisse le formulaire de bénévolat permanent. Sans hésiter, il cliqua sur « Confirmer ». C'était comme si son corps obéissait simplement à ce que son cœur avait déjà décidé. Le samedi suivant, Bruno retourna au centre de la fondation. Mais cette fois, non pas comme un invité ou par obligation, mais parce qu'il voulait vraiment être là.
Il arriva vêtu d'un simple t-shirt, d'un jean, sans aucun signe de la vanité corporative qui le définissait autrefois. Lorsque Anna Luisa le vit de loin, elle courut vers lui, les bras grands ouverts, comme si elle le connaissait depuis toujours. Et, dans cette étreinte, il ressentit quelque chose d'inexprimable, une sorte de retrouvaille avec celui qu'il avait toujours tenté d'être, mais qu'il avait perdu en chemin. Durant la matinée, il aida à organiser une kermesse, puis servit le goûter aux parents, et en fin de journée, il resta assis aux côtés d'une adolescente qui souhaitait se confier sur sa peur de ne pas trouver d'emploi à cause de son handicap. Il écouta avec attention, sans essayer de réparer quoi que ce soit, offrant simplement sa présence. Et il découvrit, là, qu'écouter est parfois le plus grand geste de respect qu'on puisse faire. À chaque sourire qu'il recevait, à chaque histoire qu'il entendait, Bruno reconstruisait une partie de lui-même. Non pas en tant que nouvel homme idéalisé, mais en tant qu'être humain en perpétuel apprentissage, qui avait enfin compris que voir véritablement exige bien plus que des yeux, cela exige du cœur. À la fin de cette journée, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Bruno resta seul quelques minutes dans la cour de la fondation. Les voix joyeuses des enfants résonnaient encore au loin, mêlées au bruit des feuilles emportées par le vent et à l'odeur du savon des ateliers fraîchement nettoyés. Il regarda le ciel comme s'il cherchait des réponses, mais, pour la première fois, il ne se pressait pas de les trouver. Il ne ressentait que la paix, une paix qui ne venait pas de l'absence de problème, mais de la présence d'un but. Lorsque Laura apparut à la porte, prête à partir, il s'approcha d'elle sans hésiter. Tous deux se regardèrent en silence. Un silence chargé de signification qui n'avait pas besoin d'être exprimé. Bruno, avec un sourire timide, la remercia, non pas avec des mots répétés, mais avec ses yeux, avec le geste sincère de quelqu'un qui reconnaît sa dette morale, non par obligation mais par conviction. Laura répondit d'un léger hochement de tête et d'un sourire serein, comme si elle savait déjà qu'il avait tout compris. Sans discours, sans projecteur, juste deux êtres humains qui se voyaient désormais au-delà de la surface. La semaine suivante, Bruno reprit le travail, mais rien ne semblait plus être comme avant. Il ne traitait plus les clients comme de simples numéros et commença à guider Daniel avec respect et humilité. Les collègues, autrefois distants, prirent désormais plaisir à écouter ses histoires sur la fondation avec un intérêt sincère. Et, sans même l'avoir prévu, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La culture de la boutique commença à changer. Un client en situation modeste fut traité avec la même attention qu'un millionnaire, et cela devint naturel. Bruno comprit alors que son changement n'était pas uniquement personnel. Il s'était propagé, silencieusement, tel un souffle transformateur. La vie lui avait offert une seconde chance et il sut l'exploiter. En regardant le passé, il ne ressentait pas de honte, mais de la gratitude, car c'est exactement ce jour-là où il avait jugé quelqu'un sur les apparences et avait été lui-même confronté intérieurement que sa véritable transformation avait commencé. Et là, au cœur d'une concession à Belo Horizonte, une leçon puissante fut gravée à jamais. Il y a des personnes qui brillent tellement intérieurement qu'elles n'ont même pas besoin de montrer ce dont elles sont faites extérieurement.